Cet après-midi, je vous raconte un ingénieur qui n'a pas eu peur, qui a conquis les airs sans en avoir l'air, justement. Ou la véritable histoire d'Otto Lilienthal, un drôle d'oiseau. Depuis quand les hommes chérissent-ils le rêve de toucher le ciel ? Quels ont été les apports scientifiques des expériences menées par Otto Lilienthal à la fin du 19e siècle ? L'avenir est-il à l'aviation non motorisée dont il est le pionnier ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Arrivé en haut de son gigantesque promontoire de terre, les badauds lui paraissent bien petits. Une perspective qui lui rappelle que son vol plané, car c'est bien un vol avec un planeur monoplace qu'Otto s'apprête à entreprendre, sera bientôt considéré, en fonction de sa finalité, comme un exploit ou bien un crash en direct. Alors, l'intrépide ingénieur ne se laisse aucunement perturber. Son visage est impassible, ses traits sont tirés, sa concentration inébranlable. Et il espère secrètement ses ailes en bambou et rotin également, pourvu qu'elles tiennent le choc. Puis tout s'accélère. Installé au milieu de son invention de 20 kilos, les coudes en avant, Otto Lilienthal s'élance. Dans la foule, chacun retient son souffle. L'homme va-t-il piquer net vers le sol ou parviendra-t-il au contraire à déjouer les lois de la pesanteur et voler comme un magistral aigle allemand ? Durant plusieurs secondes, le corps en suspension, Otto semble flotter dans les airs. Mais tout le monde le sait aujourd'hui. Le plus risqué dans un vol, ce n'est pas le vol en lui-même, mais le décollage et l'atterrissage. Une bourrasque de vent qui fait virevolter le planeur, une manœuvre un peu trop brusque, et c'est la chute vertigineuse. Otto est toujours en l'air. Les femmes lèvent les bras au ciel comme pour implorer Dieu de laisser la vie sauve à cet homme bien téméraire. Ont-elles été entendues ? Ou les calculs et les multiples tentatives d'Otto ont-ils finalement porté leurs fruits ? Quoi qu'il en soit, il a réussi. En douceur, sans s'effondrer sur le sol, Otto Lilienthal a atterri en bas de sa gigantesque butte devant les yeux ébahis de ces Allemands du 19e siècle. Les hommes le félicitent d'un geste de la main, le chapeau flottant dans les airs mais les pieds vissés au sol. Les femmes affichent de larges sourires de soulagement et les enfants sautillent comme des puces. Quel moment historique! Lilienthal vient de prouver à ses témoins du jour et bientôt au monde entier qu'un homme, forcément plus lourd que l'air, est désormais capable de voler. Après les bateaux, les trains à vapeur, un nouveau mode de déplacement est à présent envisageable. Mais pour arriver à une telle découverte, Otto Lilienthal y a consacré sa vie entière. C'est à 11h30 du matin, le 23 mai 1848, que Carl Wilhelm Otto Lilienthal voit le jour à Anklam, en Poméranie. Poméranie signifie en polonais « au bord de la mer ». En effet, cette région au nord-est de l'Allemagne est accolée à la mer Baltique. Pourtant, ce n'est pas dans l'eau que le jeune Otto va se distinguer, mais dans les airs. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par ce qui se passe au-dessus de sa tête. Avec son frère cadet Gustave, les deux bambins passent des heures à observer les oiseaux, notamment les cigognes. Ils décortiquent chacun de leurs battements d'ailes, leur trajectoire, le nombre de secondes à planer entre deux mouvements. Ces instants d'évasion sont une bouffée d'oxygène pour les deux frères, car à la maison, l'ambiance n'est pas des plus bienveillantes. Ils sont élevés à la dure. Et leur père, qui pensait migrer aux États-Unis pour fuir ses dettes, décède d'une maladie pulmonaire alors qu'Otto n'a pas encore 13 ans. Leur mère va tout faire pour offrir à ses enfants une vie meilleure et notamment une éducation de haute qualité. Elle les inscrit alors au lycée, la voie obligatoire pour ensuite poursuivre de hautes études. Otto est un élève discipliné, mais il a toujours un œil tourné vers les nuages. À 14 ans, il décide de sauter le pas et, harnaché de bretelles au niveau de ses épaules, relié à des ailes bricolées avec les moyens du bord, il tente de voler de quelques centimètres au-dessus du sol. Le succès est mitigé, mais Otto est de cette trempe à ne jamais abandonner. Quelques années plus tard, toujours avec son frère, il fabrique une machine qui a pour vocation de reproduire le mouvement des ailes des oiseaux. Elle est donc ornithoptère. Elle bat des ailes pour décoller et voler. Là encore, le résultat est somme toute très timide. Côté études, la trajectoire d'Otto Lilienthal, elle, décolle. Il intègre différentes institutions pour parfaire ses connaissances, en physique notamment. L'école professionnelle de Potsdam, les ateliers mécaniques Schwarzkopf qui produisent des locomotives à vapeur. À cette époque, les chemins de fer sont à l'origine de l'envol industriel allemand.
De seulement 600 km de ligne sur le territoire en 1850, on en dénombre 20 000 en 1870. Mais faire carrière dans l'industrie ferroviaire n'intéresse pas notre Otto. Mobile, il intègre le très prestigieux Institut technique de Berlin. Quand il en ressort diplômé, l'ingénieur n'a pas tout à fait le loisir de s'adonner à sa passion, la recherche d'une méthode pour pouvoir enfin atteindre son rêve, le même qu'un certain Icare, voler. Si, dans la mythologie grecque, le fils de l'architecte athénien Dédale s'est brûlé les ailes à s'approcher trop près du soleil, Otto, lui, va frôler de près la poudre ennemie lors du conflit qui éclate en 1870. Il a 22 ans et la France déclare la guerre à ce qui est alors le royaume de Prusse. Lilienthal est ainsi enrôlé dans un régiment prussien de garde-fusiliers. C'est au cours de ce conflit qui le conduit jusqu'à Paris qu'il fait la connaissance d'une certaine Agnès. Il l'épouse et de leur mariage naissent 4 enfants. Des bouches à nourrir qui demandent donc un emploi stable et rémunérateur. Une fois encore, ses envies de découvrir le mystère de l'homme-oiseau attendront. Ingénieux et travailleur, Otto fonde en 1880 une entreprise de construction mécanique de chaudières et de moteurs à vapeur. Il dépose ainsi plusieurs brevets et visiblement l'ingénieur a du plomb dans la cervelle. Certaines de ses inventions sont ainsi adoptées par la marine militaire allemande. Sa petite entreprise ne connaît donc pas la crise et le patron devient même un modèle de management. Sur le plan social, il accorde à ses ouvriers une participation de 25% au bénéfice de sa compagnie. Patron prospère et apprécié, époux choyé, père comblé, Otto Lilienthal semble posséder tout ce qu'un homme est en mesure d'espérer en cette fin de 19e siècle. Et pourtant, il ne pourra jamais être totalement heureux dans cette vie bien terre-à-terre. Non, Lilienthal rêve de déployer ses ailes, de changer sa trajectoire de vie et créer enfin un appareil capable de le faire voler vers l'infini et au-delà. En 1886, Otto Lilienthal est rassuré. Sa situation financière est stable. Il se retire aux environs de Berlin, à Lichterfelde. Il y installe un laboratoire et ne perd pas une minute avec son frère Gustave pour débuter ses recherches, notamment sur l'aérodynamie. Pendant des années, Otto, l'ingénieur, observe les oiseaux, leur manière de s'élancer d'un arbre, de voler de longues minutes en alternant battements d'ailes et phases quasi immobiles. Comme le décrit notre invité Gérard Guerrier dans son ouvrage Rêve d'Icare, Otto utilise même un tourniquet pour étudier, suivant leur profil et l'angle d'incidence, la portance et la traînée des ailes. Il en déduit une courbe polaire représentant ces 2 derniers paramètres. Il arrive également à la conclusion de l'observation des oiseaux que leur battement d'ailes est trop difficile à imiter. C'est ainsi qu'il fait converger toutes ses recherches et ses efforts à la technique du vol plané. L'année 1889 marque un tournant dans le parcours d'Otto. C'est cette année qu'est publié son livre « Le vol des oiseaux », considéré comme un ouvrage plus qu'incontournable dans l'aviation. C'est le premier texte documenté et fondateur de cette discipline. Vous l'aurez compris, l'homme est avant tout un théoricien extrêmement méthodique. Il considère que pour avoir la volonté de voler, ce qu'aucun homme avant lui n'a jamais vraiment réussi, il faut faire preuve d'une discipline sans faille. Les calculs, les croquis, les schémas doivent avoir été rigoureusement vérifiés. En revanche, Otto Lilienthal est loin d'être un savant fou, cloîtré chez lui, qui refuserait de confronter ses trouvailles sur le papier avec la réalité. Au contraire, l'expérimentation en vol réel, aussi dangereuse soit-elle, est essentielle à l'avancée de son travail. Et il n'hésite pas dans ses notes à prendre l'exemple d'un élément central lorsque l'on a pour objectif de voler le vent. Voici ce qu'il en dit. La question du vent doit être prise en compte lors de la construction d'une machine. Mais la manière dont elle réagira aux variations de vent peut seulement être apprise dans les airs. Après la théorie donc, place à la pratique. Et je vous le donne en mille, le nom de sa première construction aurait pu être Albator ou Phoenix. Ce sera la mouette. En quoi se distingue-t-il des autres aspirants aviateurs ? Alors que ses concurrents à travers le monde s'entêtent à construire des machines pour s'élever verticalement dans l'air, Lilienthal, lui, est obnubilé par la maîtrise de son vol. Selon lui, apprendre à piloter les planeurs avant de vouloir les motoriser est essentiel. C'est pour cela qu'il est considéré comme le pionnier du pilotage aérien.
Mais avant cela, il se lance corps et âme dans ses tentatives de faire décoller sa mouette. Dimanche, jour férié, le moindre moment où il ne travaille pas est exclusivement consacré à sa passion. Mais prendre des risques inconsidérés, très peu pour lui. Comme un enfant apprend d'abord à ramper, puis à s'appuyer sur un meuble pour marcher, l'aviateur en herbe envisage son envol comme une succession d'étapes formatrices. Aussi, toujours d'après notre invité, ses premiers essais sont effectués dans son jardin, puis à l'aide d'un tremplin, ensuite au pas dans une prairie, puis en courant avant de s'élever de quelques mètres sur une modeste pente. La fabrication de ces différents modèles, on évoque 18 versions différentes de ces planeurs, n'est évidemment pas laissée au hasard. Otto Lilienthal est perfectionniste jusqu'au bout. Il utilise des matériaux assez communs comme la toile de coton, le bambou, l'osier. Les trames sont fines, similaires à celles utilisées par les petites mains pour coudre de la lingerie. Et ses premiers essais sont pour le moins peu concluants. Son gros engin, aussi complexe qu'il soit, ne lui permet de décoller que de quelques centimètres. En toute transparence, Otto tire les enseignements de ses premières tentatives de vol. Il l'affirme lui-même avec ces mots « Mais au moins une chose est certaine, nous n'irons nulle part juste avec notre planche à dessin. Il y a peu de recherche à faire sur un dispositif simple de rotation. Nous devons continuer et nous devons essayer d'être seuls en l'air sur un vol réel. » Mais Otto Lilienthal et son frère sont loin de s'avouer vaincus. Ils savent que pour parvenir à dompter les airs, il faut faire montre de beaucoup de patience, d'une grande abnégation et surtout d'une dose importante de travail. Alors ils revoient leur copie. Réduction de la dimension des voiles, meilleure position du corps, aileron pour assurer une meilleure stabilité en vol. Chaque détail a son importance. Et petit à petit, les quelques centimètres parcourus se transforment en mètres. C'est ainsi qu'en 1891, il effectue donc son premier véritable vol de plusieurs dizaines de mètres que je vous racontais en début de récit. Mais le chemin est encore long avant de pouvoir mettre au point un engin capable de flotter dans les airs, tourner et remonter au gré des manœuvres du pilote. Otto Lilienthal en est au balbutiement. En quelques années, il va enchaîner les expériences dans les airs, souvent au péril de sa vie. 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, plus les années passent et plus Otto Lilienthal parcourt à bord de ses planeurs des distances de plus en plus longues. Suivant à la lettre le dicton « On n'est jamais mieux servi que par soi-même », l'aviateur effectue l'intégralité de ses vols. Les chiffres varient, mais entre 1891 et 1896, l'aviateur se serait lancé plus de 2500 fois. À plusieurs reprises, il réussit à changer la trajectoire rectiligne prise par son monoplace et à revenir en direction du point de départ. Parfois même, il arrive à s'élever plus haut que son altitude initiale. Dans un domaine totalement vierge qu'est l'aviation, Lilienthal découvre un nouveau monde au gré de ses escapades au-dessus du sol. Alors, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas encore de voyages de plusieurs minutes à des dizaines de mètres du sol, mais Otto fait progresser la science. Systématiquement, il annote ses remarques, tente d'améliorer la prise au vent, la taille de la voile. Son engin le plus abouti est très certainement celui fabriqué en 1894, son Normal Segela Apparat, traduisait son planeur normal. L'envergure de ce monoplace est d'un peu moins de 7 mètres. La même année, il érige près de son appartement une colline artificielle de 15 mètres de haut. Fils de commerçant oblige, Otto fait fabriquer des exemplaires supplémentaires du Normal Segel Apparat. En plus de ses brevets, s'il peut monnayer ses planeurs à des amateurs en Allemagne, mais aussi à l'étranger, l'aviateur n'est pas contre. Les bénéfices serviront à financer ses recherches. Ainsi, Lilienthal développe toujours plus de modèles et arrive rapidement à son dernier bébé, le Sturmflügelmodell, ou pour ceux qui pensent que la vie est très courte pour apprendre l'allemand, modèle d'aile de tempête. L'engin suit les mêmes procédés de fabrication que le planeur normal. La principale différence concerne les ailes bien plus réduites sur cette nouvelle version afin de résister aux vents violents. Selon Otto Lilienthal, je cite, « Pour réussir, un pilote doit entrer en relation intime avec le vent. » Il sait que sa passion pour le vol est extrêmement dangereuse, voire mortelle, parce que personne avant lui n'a véritablement posé les jalons de cette discipline qu'est le vol libre. Alors, Lilienthal va tout faire pour minimiser les risques d'accident, ou tout du moins les conséquences physiques sur sa personne si un drame devait se produire.
Ainsi, il prend soin à partir de l'engin numéro 9 d'ajouter à ses appareils un pare-choc. Il est placé à l'avant de la machine pour l'empêcher de s'écraser trop violemment. L'ingénieur a eu du flair, car quelques mois plus tard, alors qu'il est en plein vol, son planeur se met à chuter subitement de 20 mètres, tête la première. Imaginez l'effroi dans la tête de Lilienthal, qui fort heureusement en sort presque indemne, grâce à ce fameux pare-choc. De la même façon, pour améliorer la stabilité de vol, il fait installer un empennage arrière incluant pour la première fois un plan fixe horizontal et un gouvernail de direction. En quelques années, Lilienthal complexifie ses engins. Il sait qu'il n'aura pas forcément le temps d'aboutir à une machine fiable à 100% et capable de transporter un ou plusieurs hommes sur de très longues distances. Il a conscience d'être seulement un maillon de la chaîne. Lors d'une conférence publique, il reconnaît que le chemin sera encore long, avec ces quelques mots. « Je vais vous demander de ne pas prendre mes tests pour plus importants qu'ils ne le sont. À travers les photographies, vous pouvez me voir voler haut dans le ciel. On peut avoir l'impression que le problème est déjà résolu. Ce n'est pas du tout le cas. Je dois admettre que cela demandera beaucoup de travail pour transformer à long terme ce simple vol à voile en vol humain. » Cette humilité, Otto Lilienthal la doit notamment à l'histoire de la conquête du ciel par les hommes. Un rêve ancestral, car depuis toujours le ciel relève du domaine du divin. Léonard de Vinci, au XVe siècle, est l'un des premiers à théoriser le vol avec des croquis aboutis comme ses dessins d'un parachute ou d'un hélicoptère. Nous sommes alors davantage sur des machines volantes. Car dès lors, deux écoles vont s'affronter. Celle qui développe l'idée d'appareils plus ou moins évolués qui permettraient de transpercer le ciel et de voler à travers les nuages. Et une autre école dont les fervents défenseurs pensent que pour virevolter à travers les nuages, il faut être le plus léger possible, moins lourd que l'air, tel un oiseau. Montgolfier et son célèbre ballon, Sir George Cowley et son planeur. Plus tard, William Hanson et John Stringfellow font breveter un engin volant à vapeur, mais jamais testé. Arrive alors Otto Lilienthal, qui en ingénieur besogneux va permettre à l'aviation de décoller et lui d'atterrir pour un dernier vol tragique. Nous sommes en 1896, et comme à son habitude, l'aviateur au millier de vols s'apprête à s'élancer de sa colline artificielle. Mais cette fois-là, rien ne va se passer comme prévu. En cette clémente journée du 9 août 1896, Otto Lilienthal est sur sa colline fétiche, le Gollenberg. Il a pour habitude d'effectuer plusieurs vols et les premières sessions se déroulent à merveille. L'aviateur qui commence à avoir un peu de bouteille parcourt aisément des distances de 250 mètres. Mais lors de cet ultime vol, le planeur subit soudainement une perte d'équilibre. Certains disent qu'un pan de l'appareil se serait décroché et aurait eu pour conséquence de le faire tomber à pic. Otto Lilienthal tente de rétablir la portance. Il n'a d'ailleurs que peu de solutions, si ce n'est se balancer d'avant en arrière pour faire remonter le nez de son planeur. Malgré tous ses efforts, Otto comprend que le pire est à venir. C'est une chute d'environ 15 mètres qui l'attend, bien trop courte pour s'extirper de l'appareil, mais toujours trop haute pour espérer s'en sortir indemne. Et c'est le choc. L'avion percute le sol, et Otto Lilienthal tout autant. L'aviateur est inconscient, il faut faire vite. Son mécanicien, Paul Bailey, le transporte en calèche à Stöln, où un médecin diagnostique une fracture de la 3e vertèbre cervicale. Il est ensuite acheminé dans un train de marchandises et arrive le lendemain matin dans une clinique berlinoise à l'excellente réputation. Malgré tous les soins prodigués, Otto Lilienthal décède environ 36 heures après l'accident. La légende a depuis fait son œuvre et il se dit que ses derniers mots adressés à son frère Gustave, présent tout au long de sa vie et à ses côtés, auraient été « Opfer müssen gebracht werden », que l'on peut traduire par « Il fallait bien que l'on fasse des sacrifices ». C'est l'épitaphe qui recouvre sa tombe depuis 1940, même si des témoins oculaires affirment qu'il n'a jamais tenu ses propos. Un point sur lequel, en revanche, tout le monde s'accorde, c'est l'héritage qu'Otto Lilienthal a laissé à ses successeurs. Wilbur Wright, l'un des deux frères Wright, reconnu pour avoir été les premiers en 1903 à effectuer un vol motorisé, dira à son propos « De tous les hommes qui ont attaqué le problème du vol au XIXe siècle, Otto Lilienthal était de loin le plus important. » Europe 1,
Historiquement vôtre. Gérard Guerrier, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Dans quelle mesure Otto Lilienthal a-t-il inspiré les frères Wright, pionniers du vol motorisé ? Ce qui est clair, c'est que si Otto Lilienthal avait survécu à son accident, je pense qu'il aurait été le premier homme à voler avec un engin motorisé. En fait, les frères Wright vont amalgamer un ensemble de connaissances et d'expériences, dont celle de Lilienthal, pour aboutir à leur projet en 1903. L'apport essentiel de Lilienthal, c'est de démontrer, et c'est vraiment le premier, qu'il est possible de voler de manière sûre. Oui. Et pendant 2500 fois, c'est-à-dire qu'en gros, 300 à 400 fois par an, Lilienthal prenait son aile et allait volter soit au Gollenberg, soit à Lichterfeld. Et ça, c'est exceptionnel, parce qu'on a des exemples d'hommes volants avant Lilienthal. Je pense à George Cayley, je pense à John Montgomery, etc. Mais d'abord, et d'un, ils n'ont pas été photographiés, et de deux, ils l'ont fait une fois ou deux fois, et c'est tout. Les apports scientifiques, disiez-vous, en fait, ces expériences, il les notait, donc il a laissé des témoignages, il a laissé des écrits qui ont pu servir aux autres. Bien sûr, c'est en cela qu'il est un précurseur. Il est extrêmement systématique, et en plus, il s'intéresse à l'aérodynamique, mais vraiment, non seulement comme un ingénieur, mais aussi comme un scientifique. Et donc, je dirais, alors si j'étais un peu dur avec les frères Wright, ils ont eu qu'à se servir. Tout était là, enfin, ou presque tout. Alors, ce qu'il n'avait pas vu, par contre, Lilienthal, c'est l'affaire du pilotage. C'est-à-dire que pour lui, le pilotage était pendulaire. On va revenir là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, les avions, on le sait, sont pilotés sur 3 axes, tangage, roulis, lacets, etc. Et ça, Lilienthal a gardé le pilotage pendulaire, qui a été repris bien plus tard, quasiment 70 ans plus tard, par les libéristes avec l'aile delta, qui sont bien suspendus et qui font du pilotage pendulaire. Par contre, le problème de Lilienthal, c'est que le haut du corps était coincé dans la machine, et en fait, il ne pouvait déplacer que ses jambes. Et c'est probablement ce qui lui a coûté sa vie, parce que s'il était en véritable pilotage pendulaire comme les deltistes, les pilotes d'aile delta, je pense qu'il... Je ne veux pas dire qu'il serait encore en vie, certainement pas, mais en tout cas, il aurait survécu à son accident. Il a effectué environ, on le racontait, 2500 vols à bord des planeurs qu'il avait lui-même conçus, ce qui est tout à fait colossal. Mais au fond, à quoi ressemblaient ces planeurs ? Est-ce que vous pourriez nous les décrire ? Alors, c'est un mélange entre une aile delta et une chauve-souris. Mais quand on regarde les photos, moi, je les trouve très élégants. Il y a vraiment un design. Contrairement à d'autres machines volantes, je pense notamment aux biplans ou triplans d'Octave Chanute, qui sont assez laids en fait, enfin plutôt amusants, les modèles de Lilienthal sont aboutis en fait. Est-ce qu'on a conservé la trace de ces planeurs, ceux qu'il a conçus ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les observer, ou est-ce qu'ils ont tous disparu ? Non, alors... Est-ce que ce sont des originaux ? Ça, c'est de véritables originaux, parce qu'en fait, c'était assez simple de faire. Hein, comme vous l'avez dit, il faut du rotin, un peu de bambou, un peu de coton, et puis un peu de câble, et puis ça suffit. Il y a un musée Lilienthal en Allemagne, près de Berlin, effectivement, qui conserve ce genre de choses. Et ce sont les originaux, ça, on n'en est pas sûr. Ça, je ne le garantis pas. Dans votre livre « Rêve d'Icare », Gérard Guerrier, vous revenez sur ce rêve chéri depuis des millénaires par l'homme, celui de s'envoler. De quand datent les premières sources qui racontent ce rêve de toucher le ciel ? Depuis quand les hommes rêvent-ils de voler comme des oiseaux ? Alors, 3 périodes. La première période, je dirais le paléolithique. Je pense que les hommes se foutaient complètement du vol. Ce qui les intéressait, c'était de tuer le mammouth et de regagner la caverne en sécurité. Après, au néolithique, on voit émerger tout un tas de mythes du vol. On a parlé de Icare, mais pas que. En Iran, il y a le Cheikh Kavous qui s'envole, il y a Alexandre le Grand qui s'envole. Ça, c'est la deuxième phase. Puis la troisième phase, moi, c'est celle qui m'intéresse, en fait, vraiment. C'est là où les hommes ont vraiment essayé de voler ou de faire voler. Et la trace la plus ancienne d'un véritable vol, ça serait Archytas, qui est un philosophe scientifique, ami de Platon. Donc ça remonte quand même assez loin, 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, qui aurait fait voler une colombe articulée
mus par l'air comprimé. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, on n'a pas gardé les traces. Et après, il faut sauter sur le 10e, 11e siècle. Et là, on a une succession de fous volants qui finissent en général dans le sous terre ou estropiés. Alors, il y en a tout un tas. Il y a Elmer de Malmesbury au XIe siècle, Ibn Faras, enfin de toute nationalité. En général, ça se termine plutôt mal. Oui, c'est plutôt bon signe, disiez-vous. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ça se finisse mal pour être sûr qu'ils ont vraiment effectué des vols. Pour l'historien, au moins, on est certain qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Oui, parce on sort du mythe. On sort des affabulateurs qui prétendent à... Absolument. Oui. Vous expliquez qu'au XIXe siècle, Otto Lilienthal a décollé à l'aide de planeurs assemblés avec des matériaux disponibles depuis l'Antiquité. Et oui. C'est-à-dire la toile de coton, les bambous, le rotin. Comment expliquer que les tentatives de vol arrivent finalement si tard dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on avait ces matériaux depuis l'Antiquité? Et en plus, non seulement ça, mais en plus, il suffisait de regarder une mouette voler sur une falaise en vol de pente ou en vol dynamique, et d'imiter ça, c'est ce qu'a fait Lilienthal, et ça aurait très bien marché. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Eh bien d'abord, plusieurs explications. La religion. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, ceux qui n'étaient pas clercs, moines ou prêtres, et qui prétendaient voler, en général, étaient brûlés vifs. Donc ça n'encourageait pas beaucoup les vocations. La deuxième raison, c'est un certain bon sens. C'est Thomas d'Aquin qui disait mais les hommes ne peuvent pas voler parce qu'ils n'ont pas d'ailes. Sinon Dieu leur aurait donné des ailes. Le bon sens. Troisième raison, c'est que pendant des siècles, y compris Léonard de Vinci, les hommes se sont entêtés à battre des ailes comme les oiseaux. Or, pour des problèmes musculaires, etc., ça ne peut pas fonctionner, ou ça ne fonctionne très difficilement. Et puis, une dernière raison, à partir du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, début du XIXe, c'est l'apparition des plus légers que l'air qui ont focalisé l'attention de tous les rêveurs de vol. Et donc, c'est pour ça que ça arrive très tard. Et le premier qui s'est intéressé au plus lourd que l'air un peu sérieusement, c'est George Cayley, entre 1800 et 1850. Le rêve d'Icare, chéri par Otto Lilienthal, et les nombreux personnages que vous mettez en avant dans votre livre, c'est avant tout, au fond, un rêve de liberté. Quelles sensations ces hommes volants sont-ils allés chercher Ça, il faut essayer, je dirais. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait de monter dans un Airbus 330 ou 340. Voler, moi, c'est ça que j'aime chez Lilienthal. Lilienthal, lui, en fait, il vole. C'est à la fois un esprit très organisé, mais c'est aussi un rêveur. Et il est emporté par la rêverie du vol. Et ça, encore une fois, il faut le vivre. Il faut décoller en parapente, il faut décoller en aile delta, il faut faire du vol à voile en planeur. Et là, ça m'est arrivé, je vous assure, c'était un cauchemar. C'est-à-dire, je n'ai pas pu ouvrir les yeux. C'était en planeur? Oui, enfin, deltaplane. Ah, en deltaplane. J'étais terrorisé. Oui, mais il fallait peut-être y aller progressivement, faire comme Lilienthal finalement. Moi, j'ai commencé comme ça quand j'ai appris le deltaplane. On faisait des petits sauts de 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres et y aller petit à petit. Parce qu'effectivement, le premier vol peut être assez terrible. Oui, traumatisant même. Mais j'avais un ami à l'époque, et je ne donnerai pas son nom, qui, lorsqu'il volait, me disait « mais c'est mieux que l'amour ». Ah oui. Ah oui. Je suis passé à côté du meilleur. J'ai parlé des prétendus derniers mots d'Otto Lilienthal qui aurait dit, après l'accident de vol qui allait lui coûter la vie, il faut faire des sacrifices. Il semble qu'à l'instar de cet homme, de nombreux inventeurs qui rêvaient de toucher le ciel se sont brûlés les ailes, ont sacrifié leur vie pour s'envoler, et on en recense beaucoup dans votre livre. Et pas seulement, évidemment, ça les a estropiés, ça a coûté leur vie, mais ils y ont tout sacrifié, au fond, leur vie de famille, leurs amis. Oui, parce que c'est une véritable addiction que moi j'ai vécu personnellement aussi à ma grande époque du vol libre. Mais oui, c'est une passion qui vous emporte et qui parfois vous emmène au-delà du raisonnable. Et alors c'est vrai dans l'histoire, hein, je pourrais vous faire la liste de toutes les victimes de ces essais en vol, Lilienthal, mais aussi son élève, enfin ou plutôt son client Percy Pilcher qui se tue 4 ans après, etc., etc. Mais la liste continue. Aujourd'hui, je pense aux parapentistes, aux pionniers du parapente, aux pionniers du delta, qui ont connu un destin tragique, y compris de nombreux amis.
Ce livre, Rêve d'Icare, Gérard Guerrier, dans lequel vous faites le portrait d'Otto Lilienthal, est exclusivement consacré aux pionniers des vols non motorisés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certains ont rivalisé d'imagination. Quelles sont les inventions les plus extravagantes que vous avez recensées pour votre livre? Ah, moi, j'aime bien au début du XXe siècle les aviettes. Alors, les aviettes, c'est la rencontre entre le vélo et le planeur. Oui. Et donc, l'objectif de ces fous volants, enfin, volants, ils ne volaient pas beaucoup, à vrai dire, c'était de décoller à l'aide d'un vélo muni d'ailes. Et il y avait même Monsieur Peugeot, qui avait mis un prix pour celui qui, le premier, franchirait 10 mètres à plus de 10 centimètres. Et il a fallu attendre quand même 15 ans, donc je crois que c'était en 1921 ou 1923, qu'un champion cycliste, parce qu'il fallait avoir un sacré coup de jarret, arrive à remporter le prix Peugeot. Et ce cycliste, c'est Gabriel Poulain. C'est dommage qu'on l'ait oublié, parce que c'est quand même un sacré précurseur. Otto Lilienthal s'est envolé à bord d'un engin non motorisé. Et après, ce sont donc les frères Wright qui ont effectué, on le disait, le premier vol motorisé de l'histoire en 1903. Depuis, l'aviation est de moins en moins respectueuse de l'environnement. Certains plaident d'ailleurs pour une limitation du nombre de vols effectués dans une vie. Est-ce que, à votre avis, Gérard Guerrier, l'homme doit abandonner le rêve d'Icare? Oui, je crois qu'il y a même une femme politique qui avait dit que l'aérien ne devait plus faire partie des rêves d'enfants. Quelle horreur! Bah, évidemment qu'il faut continuer à rêver, mais on peut voler propre. Moi, ça fait de nombreuses années que je vole propre. Avec un parapente, un deltaplane, avec un planeur muni par un treuil. Bertrand Piccard a fait le tour du monde avec une montgolfière, avec un avion solaire. Il s'apprête à le faire en dirigeable solaire. J'ai un ami qui était champion US de Delta, qui régulièrement prend son planeur solaire avec son épouse, donc c'est un biplace, et survole les Alpes, où il a même traversé la mer Méditerranée. Oui, bien sûr. Et peut-on espérer que le vol non motorisé remplace un jour l'aviation motorisée? Non. Hélas. C'est Mais impossible. par contre, le vol plaisir, oui, je pense que d'ici quelques années, ça paraîtra complètement ringard de prendre un petit avion de 300 chevaux et d'aller faire un tour alors qu'on peut le faire avec un planeur solaire. La préface de votre livre est signée par le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard, dont vous parliez à l'instant, qui a réalisé le premier tour du monde à bord de Solar Impulse, le premier, un avion solaire. L'avenir des vols motorisés, donc là c'est très vert, puisque c'est alimenté avec, Absolument. avec les rayons du soleil. Oui, on peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer des combinaisons de solaire, de piles à combustible, d'hydrogène vert, de piles à combustible faisant de l'hydrogène, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas rêver. Par exemple, transporter 200 personnes de Paris à Munich en 1h25, bon, il faudra encore un peu d'énergie fossile, mais il faudra peut-être éviter de le faire trop souvent et puis se faire plaisir, par contre, avec des ailes totalement pures. Qui sont aujourd'hui, Gérard Guerrier, les héritiers d'Otto Lilienthal? Et quelles sont les disciplines qui sont directement inspirées de ces expériences dans les airs? L'héritage direct, c'est clairement les ailes delta, Mm. mais il y a tout le vol à voile. Alors le vol à voile, aujourd'hui, on fait des machines absolument extraordinaires qui sont capables de faire 2000 km en vol libre, en ligne droite. Vous avez les parapentes. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans la théorie de l'évolution un peu darwinienne du vol, on a des tas d'excroissance. Alors il y en a qui vont vers beaucoup plus de performance, le vol à voile, mais par contre, le côté très pratique, le parapente, des gens qui prennent des parapentes qui font 3 kilos et qui s'élancent depuis les sommets. J'ai un ami, Antoine Girard, qui a dépassé les 8400 mètres en parapente d'altitude dans l'Himalaya. Vous avez le delta. Et puis, alors un autre truc c'est le dernier, on va dire, sport. Alors là aussi, on retrouve aussi un taux de mortalité assez impressionnant. C'est ce qu'on appelle le base jump, les gens qui se jettent d'une falaise. Et dans le temps, ils descendaient comme un caillou avant d'ouvrir leur parachute. Aujourd'hui, ils étendent leurs bras et leur combinaison, on appelle ça une wingsuit, leur permet d'avoir un taux de finesse, enfin un taux de plané équivalent à celui des premiers planeurs de Lilienthal. Ils peuvent aller jusqu'à quelle vitesse? Ah ben là, ils vont assez vite. Là, ils vont à 160, 175 km/h. Et vous dites que la plupart du temps, ça finit mal.
Alors c'est tout le problème de ces sports. Enfin, c'est plus qu'un sport. Enfin, pour moi, mais C'est des sports extrêmes, disons. Oui, mais c'est-à-dire que vous êtes complètement englouti. Il y a une addiction et vous prenez tellement pour un oiseau que vous avez envie de faire ce que les oiseaux font, par exemple de raser la pointe des arbres ou des choses comme ça, et ça finit souvent mal. Donc il faut quand même raison garder. Vous n'êtes jamais mis vous-même en danger ? Hélas, beaucoup plus qu'une fois, et bon, voilà, je fais partie des survivants. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'aile delta, parce que quand j'ai commencé à compter le nombre d'amis qui ont disparu et que ça a dépassé 20, je me suis dit que ça commençait à faire un peu beaucoup. Merci beaucoup Gérard Guerrier de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Otto Lilienthal, ce drôle d'oiseau. Je rappelle votre livre dans lequel vous dressez son portrait et ceux de bien d'autres hommes volants. Rêves d'Icare, pionniers et aventuriers du vol libre, qui est paru aux éditions Paulsen. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.